7h45, c'est le petit déjeuner politique de Daniel Obono, député La France Insoumise de Paris. Bonjour Daniel Obono. Bonjour. Grande tension dans les hôpitaux d'Île-de-France. Selon le ministre de la Santé, toutes les 12 minutes, un patient entre en réanimation, assure-t-il. Soit, si on fait le calcul, puisqu'il dit que c'est sur 24 heures, ça en fait 120 sur une journée. Alors on imagine évidemment sur une semaine. Il faudra procéder à des évacuations de dizaines, voire de centaines de personnes dans les autres régions. Est-ce que le gouvernement Macron a raison de résister à un nouveau reconfinement dans ces conditions ou pas? Sur l'Île-de-France notamment. Écoutez, nous on a l'impression que on attend que ça empire pour utiliser la méthode la plus radicale, c'est-à-dire le reconfinement. Et là, par exemple, le ministre de la Santé n'a rien annoncé, c'est-à-dire qu'il dit que la situation est inquiétante. Mais ça n'a pas l'air de se traduire par de nouvelles mesures ou une décision quelconque. On attend. Donc on attend. Et là, la pente est. Vous regrettez qu'il n'y ait pas de reconfinement Non, en bien sûr Île-de-France? que non. Bien sûr que non. Personne ne peut vouloir un reconfinement. Par contre, nous, ce que nous disons depuis plusieurs mois déjà, c'est que il faut développer des alternatives justement au reconfinement. Notamment, par exemple, dans les écoles, mettre en place des procédures, parce que ça reste un des lieux tout de même de fort brassage de population, et il faudrait mettre en place des procédures pour réduire drastiquement en fait la contamination. Or, le constat c'est que c'est plus ou moins aléatoirement fait, voire presque pas du tout. La question par exemple du filtrage de l'air, de l'aération, etc. C'est des mesures en fait qui sont possibles, mais on n'a pas l'impression, en tout cas, que ça avance, quoi. L'expérience sur le terrain et ce qui remonte, et surtout les demandes, par exemple, des enseignants et des familles montrent que rien n'est fait de ce côté-là. Et c'est vrai sur tout un ensemble d'autres secteurs. La question des transports, c'est depuis le début de la crise, la question qui se pose, c'est de savoir quelles mesures particulières sont prises, parce que c'est quand même un lieu où ça brasse beaucoup et donc ça circule beaucoup, le virus. Donc voilà, il y a pas mal de choses comme ça. Nous avions parlé de mettre en place une société de roulement, par exemple, ce qui se fait en partie dans certains établissements scolaires, mais qui n'est pas assez généralisé et qui devrait se faire un peu partout. Ça c'est fait dans les lycées, quoi, pour qu'on y aille. Dans quelques-uns, mais ce n'est pas généralisé, ce n'est pas systématisé. Et donc voilà, c'est comme ça, et on a l'impression qu'on attend en fait que magiquement la courbe redescende, mais c'est pas magique. C'est pour le coup scientifique. Du coup on reconfine, mais ça c'est vraiment le. Est-ce que les vaccins sont une solution? Oui, pour certains. Il y a de l'inquiétude avec l'AstraZeneca, avec certains pays qui ont suspendu, mais par précaution, disent-ils, et Olivier Véran s'est voulu rassurant. Vous faites confiance au ministre de la Santé? C'est une question quand même, au bout d'un an, avec le nombre de fois où il n'a pas toujours été très transparent, voire n'a pas toujours dit la vérité aux questions au gouvernement. Non, malheureusement, moi je ne fais pas confiance aujourd'hui ni à ce ministre ni à ce gouvernement. Par contre, je suis comme beaucoup un peu obligée de faire confiance aux scientifiques et aux médecins, et la question des traitements en général est une question importante. Le vaccin et une forme de traitement, et donc il faut s'assurer de toutes les précautions, même s'il n'y a pas de risque zéro, jamais, sur aucun médicament ni sur aucun vaccin, et donc faire en sorte que déjà ceux qui sont assurés être corrects puissent être fournis en nombre suffisant, parce que ce n'est pas encore le cas. Aujourd'hui, pour prendre un rendez-vous, quand on veut se faire vacciner, c'est très très difficile dans certaines régions, et puis il faut aussi penser par ailleurs à d'autres alternatives. La question des traitements par exemple, qui sont pas uniquement des vaccins. Où en est-on? Voilà, donc essayons là aussi. C'est pas le vaccin d'ailleurs. Par ailleurs, ce qui est dit, c'est que ça ne nous sortira pas automatiquement, immédiatement de la crise sanitaire, parce que il faut quand même un taux d'immunité très très important, et donc ça va mettre plusieurs mois. Donc pareil, en fait, c'est pas ça qui va être. Vous êtes prête à vous faire vacciner avec l'AstraZeneca ou pas? J'aimerais m'assurer déjà que vous avez un doute. Écoutez, on vient d'apprendre qu'il y a eu un principe de précaution appliqué dans certains pays. Bon, voilà, ça refroidit. Encore une fois, moi, je verrai ce qui m'est dit, y compris ce qui m'est conseillé par mon médecin. Et encore faut-il qu'on puisse le faire. Daniel Obono, c'est un peu la question. Daniel Obono, d'autres questions dans l'actualité ce matin. Il y a l'affaire toujours des enseignants de Grenoble. Comment jugez-vous l'attitude de syndicats étudiants d'avoir relayé l'affichage de deux noms de profs qu'ils accusent
l'accuse d'islamophobie parce qu'il voulait débattre de ces questions. Je pense que toutes les parties prenantes ont clairement condamné le fait qu'il puisse y avoir ce genre d'attaque ad hominem. Il y a à l'origine quand même un différend académique et une procédure. D'ailleurs, il me semble que la défenseur des droits a été saisie et a jugé qu'il était nécessaire que une procédure administrative soit mise en place. Donc, une situation extrêmement difficile, d'ailleurs troublée dans un contexte particulier sur l'IEP avec... il y a quelques semaines... Mais vous condamnez le fait qu'on affiche les noms comme ça, quoi. Oui, bien sûr. Ça, c'est y compris dans une situation où ça peut mettre en danger des personnes. Je crois que tout le monde a été, malgré ce qu'on l'a pas assez entendu, je crois, mais d'abord les syndicats ne sont pas responsables des collages. Ils l'ont très bien dit. Et puis, quand il y a eu la diffusion d'une photo où il y avait un collage, parce que voilà, encore une fois, ça a été retiré tout de suite. Donc, je pense que tout le monde essaie de faire preuve de responsabilité. Il y a des désaccords sur les méthodes de travail et les plaquettes d'organisation, d'ateliers. Donc il y a voilà, de toute évidence un problème de il faut se pencher sur les débats dans les universités. C'est ce que vous dites aussi. Non, enfin... Il y a des institutions, quand il y a un conflit, là, il y a un conflit à l'origine, rappelons, entre des professeurs à la base. Et encore une fois, il y a une procédure. La défenseur des droits a été saisie parce qu'il y avait des raisons et elle a jugé qu'il y avait des raisons pour qu'il y ait une enquête au niveau administratif. Donc ça, c'est du domaine, on va dire, y compris de la responsabilité de la direction de l'IEP, de s'assurer en fait que les cours et que les débats puissent se passer dans les meilleures conditions. Après, en termes politiques, moi, je ne suis pas, et nous sommes très clairement opposés à ce qu'a lancé la ministre de l'Enseignement supérieur, c'est-à-dire qui a inventé, et elle a été encouragée à plusieurs reprises par le ministre Blanquer et d'autres, et qui a lancé cette chasse aux sorcières complètement insensée contre les enseignants, contre des secteurs. Et je vous rappelle qu'on parle aussi de 600 noms de chercheurs qui ont été diffusés sur des sites d'extrême droite avec des chercheurs qui ont été... une pétition, en fait, c'est ça? Non, parce que ils ont été désignés. Voilà, on fait des listes aujourd'hui dans d'autres pays de chercheurs en vertu du fait qu'ils sont chercheurs, qui font de la recherche, qu'on soit d'accord ou pas avec ce qu'ils font. Ça fait partie du débat, y compris académique, qui existe, et même du débat politique. Mais ce qui s'est passé, c'est extrêmement grave. Et je crois que plusieurs instances se sont saisies, ont décidé de porter plainte, parce que voilà, on est dans une ambiance où il y a comme ça une mise en danger du savoir et de la connaissance. Et c'est le pire, c'est quand ça vient d'institutions qui sont censées être garantes de l'indépendance de la recherche. Sur le fond, en 30 secondes, est-ce que l'islamo-gauchisme existe ou pas, selon vous, Daniel? Je pense que la question, elle est vite répondue, comme on dit. Elle a été débunkée, là, ce mythe de l'islamo-gauchisme. C'est avant tout, ça n'a aucune réalité scientifique, ça n'a aucune réalité matérielle. C'est une réalité, par contre, idéologique. Et donc, on a une offensive réactionnaire, que moi, je qualifie politiquement de réactionnaire, voilà, qui vise en fait à disqualifier des chercheurs, mais aussi des forces politiques. Nous avons été traités d'islamo-gauchisme. Nous ne sommes ni gauchistes ni islamistes, nous sommes plutôt le contraire. Vous condamnez les islamistes, les islamistes radicaux? Nous condamnons toutes les formes d'idéologie qui remettent en cause les principes républicains, les principes démocratiques, les principes progressifs. Donc en fait, voilà, on a un instrument de disqualification et qui vise à effacer de l'espace politique, mais aussi de l'espace académique, tous ceux qui remettent en cause le statu quo, l'ordre existant, qui veulent déconstruire des processus de domination. Donc c'est ça la démarche qu'il y a aujourd'hui, et ça, c'est extrêmement grave de se laisser aller à ce genre de Daniel comportement. Obono, les mineurs, vous vous en occupez des mineurs isolés de ce dossier dans votre circonscription. Je sais. Il y a un rapport parlementaire qui a été présenté qui dévoile que 10% de ces mineurs isolés ont commis des actes de délinquance. Quel est le problème? Comment agir face à ça? Effectivement, j'ai assisté au compte-rendu de ce
ce rapport très intéressant qui montre ce que savent de toute façon beaucoup de professionnels, et c'est une réalité, vous l'avez dit, dans ma circonscription, et où vous avez une partie de l'enfance en danger, parce que dans le secteur, on considère encore aujourd'hui, et c'est heureux, que l'enfance délinquante, c'est d'abord une enfance en danger, une enfance vulnérable. Vous avez des enfants, souvent très jeunes, qui sont polytoxicomanes, qui ont des parcours de migration. Et donc, voilà, ce sont là les sources de la vulnérabilité particulière vis-à-vis de la délinquance. Et comme le pointe d'ailleurs très bien le rapport, il y a besoin, là encore, de beaucoup plus de moyens de la prévention. Des refuges adaptés, c'est ça? Il faut de la prévention. Il faut que les acteurs sur le terrain soient soutenus. Il y a des formes possibles, et c'est prouvé d'ailleurs au niveau français comme européen, que la pluridisciplinarité, c'est-à-dire le fait qu'il y ait des éducateurs spécialisés, de la protection judiciaire, des soignants. Mais certains refusent d'être pris en charge. Oui, vous avez vu ça? Parce que oui, ça fait partie des situations délicates et conflictuelles, mais bien sûr. Mais ça, la protection de l'enfance, vous savez, depuis 1945, on a dans ce pays une institution qui s'appelle la protection judiciaire, et dont le postulat, c'est justement de conseiller. Elle est un peu débordée. Oui, avec elle ces est débordée mineurs isolés comme elle est débordée par d'autres situations. Mais encore une fois, donnons les moyens aux professionnels, prévenons en fait la délinquance des mineurs, et protégeons enfin ces enfants. Ça fait partie de la Convention internationale des droits de l'enfant, dont nous sommes signataires, et que nous devons respecter pour le bien de Daniel Obono, le Front républicain qui agite le débat en ce moment, vous, femme de gauche, est-ce que s'il y avait un second tour, Emmanuel Macron, Marine Le Pen, vous voteriez pour qui? Pour Emmanuel Macron, barrage républicain ou pas? Je ne fais pas de politique fiction, parce que je veux éviter qu'il y ait ce second tour fatal. Aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que vous avez un président, un gouvernement et une majorité qui ne fait pas barrage, qui fait passage à l'extrême droite. Vous avez son ministre de l'Intérieur qui expliquait que Marine Le Pen était trop molle contre l'islam, pas contre tel ou tel courant, contre l'islam. Et donc, moi, je suis une républicaine déterminée à éviter ce que vous voulez tout éviter. Moi, je me bats contre l'extrême droite depuis que j'ai commencé à militer, donc je serai dans toutes les situations possibles. Pour Emmanuel Macron. Je voterai pour Jean-Luc Mélenchon au premier et au deuxième tour. D'accord, voilà. Au deuxième tour, mais s'il n'est pas au deuxième tour, je voterai dans tous les cas contre toutes les formes de régression démocratique. Aujourd'hui, par ailleurs, le gouvernement est sur la pente, malheureusement, de faire en sorte il y a une union de la gauche là, qui a été acceptée là, dans les Hauts-de-France, c'est hier soir, avec LFI. C'est une perspective pour la présidentielle? Mais bien sûr, et je pense que nous avons fait la démonstration précisément dans les Hauts-de-France que, au-delà de ceux qui parlent, nous agissons en faveur de l'unité. Donc le candidat le mieux placé devra se ranger derrière. Enfin, les autres devront se ranger derrière le candidat le mieux placé, ou la candidate, si c'est Anne Hidalgo par exemple, pour la gauche. Je pense que la campagne montrera quels sont celles et ceux qui ont le plus de dynamique. Je vous rappelle que actuellement, il se trouve que c'est Jean-Luc Mélenchon, candidat, qui est aujourd'hui solidement installé comme celui qui a le potentiel effectivement de fédérer les forces. Et nous, encore une fois, nous avons montré que nous savons nous mettre au service d'un objectif clair dans les Hauts-de-France. C'est Hugo Bernalicis qui a permis, par le soutien apporté à Karima Delli, que cette union se fasse. Et donc, voilà, on montre concrètement que c'est dans cette voie qu'il faut aller. Et je crois que Jean-Luc Mélenchon serait le candidat parfait à la présidentielle pour nous faire gagner et nous faire voter au premier, au deuxième tour pour une véritable alternative. Avec Daniel Obono, on dépasse le temps là, avec Cécile de Ménibus. Alors c'est la semaine du 8 mars, la France Insoumise a décidé de n'envoyer que des femmes pour répondre aux médias. Ma question est pourquoi pas toute l'année en fait? C'est ce qu'on essaie de faire toute l'année, précisément. Alors, on a ciblé le 8 mars parce que c'est un moment où il se trouve qu'on parle beaucoup de la question de l'égalité, et donc on essaie d'en faire un levier. Mais c'est bien ce qu'on fait. Non, on essaie puisque l'Observatoire de la vie parlementaire Projet Arcadie a le top 10 des élus les plus présents dans les médias entre juillet 2017 et 2019. C'est 4
France Insoumise et il n'y a pas une femme. Mélenchon, Corbière, Coquerel et Quatennens. Oui, et il n'y a pas une seule femme. Oui, mais c'est un problème. C'est justement ce qu'on mais va, pourquoi vous n'imposez pas ça? Vous n'imposez pas ça. Vous le savez bien que ce n'est pas ceux qui souhaitent inviter qui l'imposent. Et je pense que ce qu'on a fait l'imposer pendant cette période. Ce qu'on a fait pendant cette semaine, et on va rendre public les résultats, c'est le fait qu'on a souhaité que tous les porte-paroles soient des femmes, mais ce n'est pas toujours accepté. Ça l'est en plus, je pense qu'on est à moins de 50% des invitations de la semaine dernière, hors période justement d'action dans ce sens. Donc c'est la faute des médias. Je pense qu'il y a une responsabilité, et c'est ce qu'on va montrer à la fin de cette semaine. Il y a une responsabilité des médias, et c'est vrai vis-à-vis de la France Insoumise, mais c'est vrai aussi, il y a beaucoup de recensions qui sont faites sur les matinales, sur les éditorialistes. Le paysage médiatique n'est pas paritaire et ne favorise pas suffisamment la parité. Il y a suffisamment d'études faites Jean-Luc Mélenchon. Et donc nous, on essaie de faire notre part, et je pense qu'il y a aujourd'hui des porte-paroles, des parlementaires de la France Insoumise connus et reconnus dans le travail qu'on fait. Mais voilà, c'est aussi un rapport de force, et c'est ce qu'on a voulu démontrer dans cette semaine, mais qu'on continuera bien sûr. Et vous étiez invité, et on vous invite régulièrement sur Sud Radio. Et je dois dire que de ce point de vue-là, Sud Radio fait une partie du travail positif qu'on espère faire. Merci Daniel Obono.